Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler des droits et obligations des États. Jusqu'à maintenant, nous avons souvent parlé de certains droits et obligations en vertu de certains traités ou du droit coutumier, mais dans cette présentation, nous allons essentiellement parler de certains grands principes du droit international, notamment quant au recours à la force. Alors, il s'agit donc dans cette présentation essentiellement du droit coutumier. Et dans la Charte des Nations Unies, dans l'article 2, on a essayé de définir les principes à la base des obligations étatiques. Il existe aussi plusieurs déclarations internationales, notamment au sein des Nations Unies, notamment dans l'Assemblée générale, où on a également essayé de codifier, voire de définir quelles sont les obligations des États et les droits qui en dérivent pour les autres États. Une des résolutions les plus importantes et plus connues dans la sphère internationale est la résolution relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre États, qu'on connaît mieux sous son nom anglais, The Friendly Relations Declaration, qui date de 1970. Et ça, c'est important, il faut tenir compte du fait qu'à l'époque, un grand nombre de jeunes États avaient obtenu son indépendance après des années de colonialisme, et c'est donc une majorité de pays en voie de développement qui sentaient le besoin d'exprimer leur vue aussi sur ces droits et obligations des États. Vous trouvez cette résolution dans le recueil. Un premier principe dont on est toujours parti dans notre cours aussi, c'est l'égalité souveraine des États. Alors le mot souverain et la souveraineté étatique est à la base toujours du droit international. On discute aujourd'hui évidemment beaucoup ce que cela veut dire, dans quelle mesure les États sont souverains à coopérer. C'est un exemple qui est particulièrement important aussi pour la Suisse, qui parle notamment de ses relations avec ses voisins, qui sont beaucoup plus grands, mais tous ces États sont égaux. Dans quelle mesure existe-t-il un besoin éventuellement de se lier, de coopérer par des traités, par exemple par un traité instituant un cadre institutionnel pour la coopération avec l'Union européenne? C'est vraiment des sujets d'une grande actualité, mais c'est pratiquement toujours le cas, car dans un monde où il y a énormément d'échanges et de mobilité et de problèmes communs, pas penser au changement climatique, à la migration, la souveraineté en tant que telle n'est souvent pas le meilleur instrument pour résoudre ces problèmes. Tout de même, donc, à la base, cette égalité des États, c'est reconnu comme un principe du droit coutumier aujourd'hui, et il est aussi repris à l'article 2, chiffre 1 de la Charte des Nations Unies. Cette souveraineté, c'est clair, comme en droit privé ou comme en droit pénal, même si on dit que tous les êtres sont égaux, ça ne veut pas dire qu'ils ont tous les mêmes opportunités, les mêmes possibilités, la même situation dans la vie. Et cela vaut évidemment aussi pour les États, ce qui s'exprime même parfois dans la terminologie quand on parle de pays industrialisés et on les oppose aux pays en voie de développement, par exemple. Un deuxième principe qui est dérivé de la souveraineté et de cette égalité, c'est un principe général du respect mutuel. On peut même aller si loin de dire que dans les relations internationales, on parle de l'idée que les États ont un honneur et qu'il existe une certaine obligation de respecter cet honneur. Alors si vous pensez de nouveau aux nouvelles ou aux actualités, vous avez pu lire par exemple ces derniers jours que le président américain Biden a déclaré que pour lui,
les massacres commis contre des Arméniens en 1915 dans l'Empire ottoman constituaient un génocide. Et certains représentants de la Turquie ont tout de suite répondu que cela était une atteinte à l'honneur de l'État turc. Alors là-dedans, il y a bien sûr déjà la question de la succession d'États. L'Empire ottoman en tant que tel n'existe plus. Sur le territoire d'une partie de cet empire existe aujourd'hui un État successeur, la Turquie, qui parle donc de son honneur. Pour le juriste, c'est un principe ou une règle qui est parfois difficile à appliquer. Tout de même, il a des conséquences, notamment dans le protocole diplomatique. Si vous pensez à comment sont organisées les relations internationales, comment sont organisées notamment des visites entre États, mais aussi dans beaucoup de codes pénaux, vous trouvez des dispositions où à la fois les États prennent souvent des mesures pour sauvegarder et pour protéger leur propre honneur, et on punit celui qui porte atteinte à cet honneur en tant qu'individu. Mais dans beaucoup de codes pénaux, il y a aussi des dispositions pour celui ou qui punissent celui qui porte atteinte à l'honneur d'un État étranger. Parce que cela pourrait causer des problèmes dans les relations diplomatiques si un État permet que les personnes présentes sur son territoire ou sur lesquelles il exerce sa compétence pourraient porter atteinte à l'honneur d'un autre État. Pour la Suisse, particulièrement intéressant est l'article 296 qui est intitulé « Outrage aux États étrangers », qui contient la règle suivante: celui qui publiquement aura outragé un État étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d'un de ses agents diplomatiques ou d'un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse, ou d'un de ses représentants officiels au sein d'une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, sera puni d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus d'une peine pécuniaire. On peut voir donc dans ceci un reflet de ce principe général du respect mutuel. Un autre principe qui est dérivé de cette égalité et souveraineté est le principe de réciprocité. Donc, traditionnellement, un grand nombre de traités, voire d'obligations, sont basés sur la réciprocité, donc sont réciproques. Par exemple, ici, un exemple d'une convention de 1909 entre la Suisse et l'Empire allemand sur la reconnaissance réciproque des laissez-passer pour les cadavres. Donc là, on trouve encore déjà dans le titre cette réciprocité. Il faut aussi dire que cette réciprocité est parfois pas si facile à reconnaître. Dans beaucoup d'accords, bien sûr, on cherche à satisfaire les deux parties, ce qui nécessite peut-être pas exactement ou toujours que toutes les obligations soient réciproques. Il y a des besoins d'une des parties à un traité, et puis l'autre partie peut-être a d'autres besoins, et donc on échange des intérêts contre des concessions de l'autre partie, ce qui fait que dans l'ensemble, il y a une réciprocité en ce que les deux parties d'un traité doivent être satisfaits pour être prêts à conclure ce traité, mais les obligations sont peut-être dans certains domaines, pensez au commerce international ou à certains aspects liés à la géographie, ne sont peut-être pas exactement les mêmes. Par exemple, actuellement, la Suisse et l'Union européenne réfléchissent à négocier un traité sur l'électricité. Et là, la situation de la Suisse est peut-être différente de celle de certains États voisins. Et donc, dans un traité, nécessairement, il n'y aurait peut-être pas seulement des obligations et des droits réciproques, mais aussi certains avantages qui sont plus importants et seulement octroyés à l'une des parties à un traité. Donc, c'est tout à fait normal aussi.
L'interdiction d'intervention. Alors, on dérive de la souveraineté étatique, cette interdiction de s'ingérer ou de s'immiscer dans les affaires intérieures ou le domaine réservé d'un État. Ceci est aussi repris dans la Charte des Nations Unies à l'article 2, chiffre 7, toujours. Et il faut se rappeler que cette charte a été codifiée à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et donc on avait eu certaines expériences, notamment dans la période de l'entre-guerres, et aussi certaines attentes quant au colonialisme qui en 1945 était toujours présent, où on se rendait compte que peut-être à l'avenir on allait avoir plus de nouveaux États indépendants qui auparavant avaient été dominés par des puissances coloniales. Et donc cette idée de non-ingérence est aussi un résultat de cette négociation, même si déjà avant, bien sûr, par exemple, le respect de la souveraineté territoriale et le droit de la compétence territoriale d'un État de seul légiférer concernant son territoire était déjà reconnu. On peut dériver de cette interdiction d'intervention, on peut aller plus loin aujourd'hui et on interdit le recours à la force dans les relations interétatiques, qui est bien sûr particulièrement important pour garantir la paix et éviter des victimes et des souffrances dues à des conflits armés. Et cette interdiction du recours à la force se trouve dans l'article 2, chiffre 4 de la Charte des Nations Unies, et les deux peuvent être vus en parallèle. Souvent, quand on parle de l'interdiction d'une intervention, c'est plus général, tandis que le recours à la force, qui implique normalement une intervention militaire ou l'utilisation de la force sur le territoire d'un autre État, et donc par définition constitue aussi une intervention, est régie plus spécifiquement par l'article 2.4. Évidemment, c'est aussi un danger, un risque plus important. Encore une autre raison pour parler de manière plus détaillée dans l'article 2, chiffre 4 de cette obligation. Tout de même, je l'ai déjà dit, on parle souvent de intervention militaire, normalement dans le cadre de l'article 2.4, mais il y a parfois des cas où c'est moins clair. Est-ce que par exemple le soutien financier de certains rebelles ou même l'approvisionnement en mercenaires, est-ce que cela constitue déjà une intervention militaire ou est-ce que c'est un cas d'une intervention, d'une ingérence dans le cadre de l'article 2, chiffre 7. Donc là, il peut y avoir des discussions. Alors, il peut y avoir des exceptions quant à ces immixtions et cette ingérence, et les plus importantes sont peut-être listées ici sur cette slide. Par exemple, les servitudes internationales. Alors, les servitudes, c'est un terme qu'on connaît aussi en droit civil, où un sujet de droit permet à un autre d'utiliser sa propriété. Dans les relations interétatiques, c'est normalement le territoire. Donc, un État peut permettre à un autre État, par exemple, de régulièrement survoler son territoire, d'utiliser un fleuve ou la mer territoriale pour un passage. Certaines de ces utilisations sont même prévues dans des traités multilatéraux. Nous avons parlé par exemple de l'aviation civile ou de la navigation internationale où c'est souvent nécessaire. Mais où il existe des traités très particuliers, par exemple sur l'utilisation du canal de Suez ou de Panama, etc. etc. Des servitudes internationales un peu plus rares, mais qui pourraient normalement constituer des atteintes à l'intégrité territoriale, c'est par exemple si un État loue le territoire d'une base militaire. Alors c'est assez commun, par exemple, dans le cadre de l'OTAN, de l'Organisation de l'Atlantique du Nord pour la défense commune de ces États. Il y a par exemple des troupes américaines stationnées en Allemagne
sur la base de traités conclus dans le cadre de l'OTAN et entre l'État hôte, dans ce cas l'Allemagne et les États-Unis, où on prévoit l'utilisation d'une partie du territoire allemand par les troupes américaines. L'Allemagne a donné son consentement dans le cadre de l'OTAN et dans le cadre de traités bilatéraux. Donc il s'agit de servitudes internationales qui sont ainsi inclus dans certains traités. Il peut y avoir des exceptions plutôt historiques. Alors, la cession à bail, si ce n'est pas à des fins militaires, c'est aujourd'hui plutôt rare, mais pensez à la situation de Hong Kong, qui pendant une longue période avait été cessée par la Chine au Royaume-Uni par un traité qui correspond de nouveau à l'idée d'un tel traité en droit civil, sauf que ici c'est entre sujets de droit international, entre États. Les protectorats sont aussi quelque chose que nous avons déjà vu et qui aujourd'hui ont plutôt un intérêt historique. C'était des traités où un État permettait à un autre de tout de même avoir une influence importante sur sa politique, notamment sur sa politique étrangère, ce qui normalement aujourd'hui, au vu de l'égalité d'États, n'est plus vraiment accepté, bien que il peut y avoir de tels rapports qui s'approchent de cette idée. Par exemple, le Liechtenstein et la Suisse ont une coopération extrêmement étroite dans tout ce qui est le commerce des marchandises, le droit douanier, la conclusion de traités dans le domaine du commerce des marchandises. Alors, on ne parle pas d'un protectorat, mais c'est une coopération étroite dans un domaine de la politique étrangère. Les mandats et les systèmes de tutelle, on avait vu, étaient des systèmes d'un côté pour la Société des Nations, les mandats, et puis le système de tutelle qui a été repris qui a remplacé ce système de mandat dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies pour amener des anciennes colonies à l'indépendance. Et on avait déjà dit, le système de tutelle est actuellement en suspens parce qu'il n'y a plus d'États qui sont présents dans ce système. L'occupation d'un État est une telle ingérence, elle est normalement le résultat d'un conflit armé. Donc nous allons voir, les conflits armés, malgré le recours à la force, existent. Et donc, il peut en résulter la présence de troupes étrangères sur le territoire d'un État. À ce moment-là, on parle normalement d'occupation qui, de manière générale, devrait être temporaire jusqu'à ce qu'on rétablisse la paix et on revient à une situation de paix. Mais bien sûr, il peut y avoir des situations très prolongées. On parle souvent chez nous des terres occupées, des territoires occupés. En Proche-Orient, est toute la question de savoir si l'État palestinien est un État mais occupé par Israël. Là, vous avez donc une occupation qui dure depuis de nombreuses décennies et montre que le principe peut parfois être un peu plus difficile à respecter dans la réalité. Un autre exemple dont on entend parler parfois, c'est les gouvernements en exil. Normalement, le gouvernement est dans son propre pays et les États n'ont pas l'habitude de permettre la présence d'un autre gouvernement sur leur territoire. Mais il peut y avoir des exceptions. Si, par exemple, un gouvernement doit se réfugier parce qu'il y a une guerre civile, prenez le cas actuel au Myanmar, la Birmanie anciennement, où il est possible que certaines personnes, par exemple l'ancien gouvernement, réussissent à se réfugier en exil et à ce moment-là, normalement sur invitation d'un autre gouvernement, on permet à ce gouvernement d'exécuter ses fonctions sur le territoire d'un autre État. C'était très important en Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale, où il y avait plusieurs gouvernements en exil, par exemple à Londres, parce que c'était un des rares pays
qui n'étaient pas occupés par les troupes allemandes. Il y a aussi l'exemple des territoires internationalisés. J'en ai parlé déjà un peu dans le cas des servitudes internationales. Il est possible que, par exemple, un canal ou un fleuve est si important pour tout un nombre de pays, non seulement les pays riverains, mais peut-être aussi pour d'autres, pour le transport de biens. Prenez le Rhin, qu'on négocie et conclut des traités qui rendent ce territoire essentiellement international, voire ils garantissent l'accès de beaucoup d'États, parfois même de tous les États, à ce canal, sans qu'on ait besoin chaque fois du consentement des États riverains, pour ainsi assurer le commerce et la navigation internationale. J'ai aussi mentionné l'exemple du canal de Suez ou du canal de Panama. Un principe dérivé de l'égalité des États et de la souveraineté étatique, c'est que les États, normalement, interdisent des actes souverains exécutés sur leur territoire pour un autre État. Alors, si cela devait être fait, il faut le consentement de l'État. Et ça, c'est un domaine extrêmement important, normalement, dans l'entraide pénale, dans l'entraide administrative entre les États. Donc là où, par exemple, la police et les tribunaux doivent coopérer et ont besoin de l'aide d'un tel organe dans un autre État. Raison pour laquelle il existe un grand nombre de traités entre les États où on trouve essentiellement ce consentement et ces délimitations. Et en procédure pénale, voire en droit privé international, vous allez entendre parler beaucoup des traités conclus par la Suisse, par exemple, dans ce domaine, et aussi des limites. Et si on va au-delà de ce qui est permis ou prévu dans ces traités, il y a tout de suite la question s'il n'y a pas une violation de la souveraineté étatique, parce qu'un acte souverain a été exécuté pour un autre État sans consentement dans le traité irrespectif. Alors pour ces traités internationaux, il y a aussi des cas très, très particuliers qui sont peut-être moins discutés en droit pénal ou en droit civil. Par exemple, le vote des étrangers. Actuellement, en Suisse, on a les Suisses à l'étranger ont le droit de voter en Suisse, normalement par la poste. Alors déjà, on utilise les postes nationales d'autres États et leurs territoires pour envoyer ces documents. Et ce qui est maintenant plus important, c'est que on se demande en Suisse actuellement si on ne devrait pas utiliser le courrier diplomatique. Alors nous allons parler de cet instrument quand nous parlerons du droit diplomatique. C'est un accès privilégié pour l'envoi de certains biens dans un autre État. Et là, la Suisse a proposé d'utiliser son propre courrier diplomatique pour ainsi envoyer le matériel pour les votations et les élections à des Suisses qui résident à l'étranger en utilisant les ambassades et les consulats locaux. Donc là, il y a aussi une espèce, on a besoin tout de même du consentement de l'État étranger qui est normalement donné de nos jours parce que cette participation aux élections dans son propre pays peuvent être vues comme un acte souverain exécuté pour un autre État, mais où il y a consentement des États concernés sur le territoire desquels ces votations ont lieu. Un domaine particulier de l'entraide pénale et administrative peut être l'envoi postal de documents ayant un caractère de contrainte. Alors, par exemple, une amende qui est envoyée à quelqu'un qui réside à l'étranger. Alors, effectivement, cet envoi d'une amende est considéré comme un acte souverain parce qu'il y a tout de même la menace de certaines conséquences juridiques qui ont un caractère de contrainte. Et donc, ce type d'envoi direct doit normalement être prévu dans des traités. Et effectivement, les traités
que la Suisse conclut avec beaucoup d'États contiennent normalement ou souvent ces possibilités. Si elle n'y est pas prévue, on est obligé normalement de passer par la voie interétatique, c'est-à-dire un document est envoyé souvent en utilisant de nouveau les ambassades ou les consulats à un ministère ou au gouvernement de l'État étranger, compris par la suite d'envoyer ou de transférer ce document à la personne concernée sur son territoire. Alors là, c'est de la coopération classique interétatique. Évidemment, c'est très compliqué et ça prend du temps et il y a beaucoup d'étapes. Et si on peut avoir un envoi postal direct, c'est un grand avantage, mais aussi un privilège que les États s'accordent. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, entre la Suisse et certains pays en voie de développement, ce n'est pas prévu, tandis qu'entre la Suisse et ses voisins, on essaie normalement d'inclure de telles règles pour l'envoi postal direct. Une particularité dont on parle souvent quand on parle du rôle de l'avocat dans la procédure pénale et civile, c'est le problème qui peut résulter du fait que dans certains pays, par exemple les États-Unis, le rôle de l'avocat dans la procédure pénale ou civile est un peu différent de celui qu'il a chez nous et il se peut que certains actes que l'avocat commet sont considérés comme des actes dans l'intérêt de l'État concerné. Par exemple, une audition qui peut être faite non seulement par le juge, comme c'est normalement le cas chez nous, mais aussi par l'avocat de la partie adverse. Et à ce moment-là, cette audition et les preuves qui en résultent peuvent souvent être utilisées dans la procédure. Donc, l'utilisation des preuves obtenues par un avocat, à ce moment-là, devient un acte souverain pour l'État. Et si maintenant on se trouve dans une situation interétatique, par exemple, disons un plaignant américain qui, en utilisant son avocat américain, a demandé à un avocat suisse, à Lausanne par exemple, d'organiser une telle audition pour apporter des preuves qui pourront être utilisées dans la procédure aux États-Unis. À ce moment-là, il est considéré que l'avocat à Lausanne commet ici des actes souverains exécutés pour un autre État. Dans notre exemple, les États-Unis. Et ceci n'est pas admis par la Suisse, c'est interdit par la Suisse car il s'agirait d'une atteinte à sa souveraineté territoriale et une violation de ce principe de l'interdiction des actes souverains exécutés pour un autre État qui n'est pas autorisé par la Suisse. Elle pourrait l'autoriser, mais elle ne l'a pas autorisé. Alors, ces exemples dont je vous ai parlé, vous les trouvez essentiellement dans le chapitre 3 de la législation suisse, particulièrement important, la loi sur l'entraide pénale internationale, mais il existe aussi des conventions internationales, notamment dans le cadre européen, par exemple la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, et un grand nombre de traités bilatéraux que j'ai déjà évoqués. Cette interdiction d'exécuter des actes pour un autre État étranger et de nouveau trouve un reflet dans le code pénal. Donc là, vous voyez vraiment de manière très intéressante comment on utilise le droit pénal pour punir certains actes qu'on considère comme des violations des droits régis par le droit international, mais où l'État prend des mesures pour défendre ses propres droits. Et donc, l'article 271 du Code pénal prévoit que celui qui, sans y être autorisé, là vous avez cette idée du consentement étatique, celui donc qui aura procédé sur le territoire suisse, l'idée de la territorialité, pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics,
ou encore celui qui aura procédé à de tels actes pour un parti étranger ou une autre organisation de l'étranger, qui sont aussi considérés comme des organes quasiment de l'État étranger, ou celui qui aura favorisé de tels actes sera puni de l'emprisonnement et dans les cas graves de la réclusion. L'idée de l'avocat qui pourrait jouer un rôle dans une procédure étrangère dont j'ai parlé, vous la trouvez dans la jurisprudence du tribunal fédéral. Un exemple assez connu est l'arrêt du tribunal fédéral 114-428, où effectivement une violation de cette disposition de l'article 271 du Code pénal était traitée. Et le tribunal fédéral a dit que le point déterminant dans cette affaire était celui de savoir si l'acte relevait des pouvoirs publics, de par sa nature, si cet acte a un caractère officiel. Et le tribunal fédéral a confirmé que ce caractère officiel est bien présent dans le cas de l'interrogatoire de témoins, je parlais d'une audition, pour les besoins d'une procédure judiciaire à l'étranger. Idée qu'on trouve dans le droit américain et qui donc est considérée comme ayant un caractère officiel. Et à ce moment-là, vous avez besoin d'une autorisation des autorités suisses, ce qui n'était pas le cas dans cette affaire de 1988. Et donc, l'avocat avait violé les dispositions de l'article 271 et a été puni. Et donc, c'est important pour l'avocat qui est impliqué dans une affaire pénale ou civile ou administrative à l'étranger et qui veut coopérer avec des avocats dans ces pays. Il est important que l'avocat est conscient du caractère de l'acte que constitue un tel interrogatoire de témoins. Des cas plus clairs et évidents aussi pour le grand public sont l'espionnage, qu'on trouve par exemple dans l'article 272 du Code pénal suisse, et qui dans pratiquement tous les États est puni par le Code pénal dans l'intérêt de la protection de la souveraineté étatique. L'enlèvement est de nouveau plus commun aujourd'hui. Alors nous avons vu, les États parfois veulent faire arrêter des personnes sur leur propre territoire. Ils ont le pouvoir de le faire. Mais s'ils veulent le faire sur le territoire d'un autre État, ils ont besoin de demander le consentement de l'État concerné. On parle normalement de la procédure de l'extradition. Et la Suisse a conclu beaucoup de conventions spécialisées sur comment on organise l'extradition d'une personne. Et l'enlèvement par des agents étatiques étrangers est un crime. Et en même temps, donc les responsables peuvent être punis, les personnes, les individus qui en sont responsables, mais qui constitue aussi une violation du droit international de la part de l'État qui le fait. Ce qui mène souvent à une situation où les États nient d'être impliqués. Et on se demande comment la personne qui a enlevé cette personne et comment il se fait que maintenant elle est présente sur le territoire d'un autre État où on lui fait un procès, si ce n'est pas l'État qui a demander cet enlèvement en violant le droit international. L'article 271 du Code pénal interdit aussi un tel enlèvement. Il va encore un peu plus loin. Il peut avoir des situations un peu plus complexes, notamment quand on se demande si un État utilisait la ruse pour faire retourner une personne sur son territoire. Et là, vous trouvez toute la jurisprudence du tribunal fédéral quant à cet article qui précise un peu à quel moment on considère qu'une violation de la souveraineté territoriale a eu lieu. Des exemples fameux pour ces enlèvements qui ont aussi été
à la base d'un débat international qui montre aussi parfois des dilemmes, bien sûr. Une des affaires les plus connues de l'après-Deuxième Guerre mondiale, c'est l'affaire Eichmann, où Israël, ou plutôt le service secret d'Israël, le Mossad, a enlevé un certain monsieur Eichmann qu'ils ont retrouvé en Argentine. Alors l'Argentine a protesté que c'était une violation de son souveraineté territoriale. Israël a justifié cela par le fait que M. Eichmann était impliqué dans le génocide, la Shoah contre les Juifs en Allemagne, et que cela rendait légitime, si pas légal, son action. Et ça nous mène à la question si éventuellement il pourrait y avoir des exemples pour des crimes internationaux comme les crimes contre l'humanité ou le génocide. Pour le moment, ce n'est pas accepté pour justifier un tel enlèvement, mais bien sûr, vous voyez le dilemme entre d'un côté l'intérêt d'une persécution et l'intérêt de punir et de juger de tels actes, et la souveraineté territoriale, mais qui s'applique aussi à des États qui peut-être ne coopèrent pas. C'était l'argument d'Israël à l'époque. Ce qui est intéressant, et la raison pourquoi je le mentionne, c'est que beaucoup d'États à l'époque ne se positionnaient pas du tout, donc ils n'ont pas protesté contre l'enlèvement de M. Eichmann d'Argentine, mais ils n'ont pas défendu le comportement d'Israël non plus. Et là, vous voyez de nouveau un exemple pour le silence en droit international qui rend parfois la définition du droit coutumier dans un domaine particulier difficile. Une affaire un peu plus récente qui montre aussi l'intérêt du droit interne dans ces situations, c'est l'affaire Alvarez-Machain de 1992. C'était une affaire importante entre les États-Unis et le Mexique. Monsieur Alvarez-Machain était un médecin, mais auquel on reprochait d'être impliqué dans le commerce des drogues et des stupéfiants. Et les autorités des États-Unis ont appréhendé Monsieur Alvarez-Machain au Mexique. Donc il s'agissait clairement d'une violation de la souveraineté territoriale du Mexique et d'un acte commis pour les États-Unis sur le territoire du Mexique. Ce qui a aussi été admis par les tribunaux américains qui devaient traiter cette affaire, mais la question était si cette violation du droit international, c'est-à-dire la violation de la souveraineté territoriale du Mexique, devait dans le procès pénal aux États-Unis mener automatiquement à une invalidité de l'arrestation, et si cela justifiait de libérer M. Alvarez-Machain. Et là, la Cour suprême des États-Unis est arrivée à la conclusion qu'en vertu du droit américain, le fait que les États-Unis aient violé les droits du Mexique en tant qu'État menait à la responsabilité internationale des États-Unis pour cet acte, mais n'avait pas en droit interne, dans la procédure pénale américaine, automatiquement des conséquences comme par exemple la libération de M. Alvarez-Machain. Et ceci a été critiqué par certains parce que ça montre bien sûr que ça pouvait tout de même motiver les autorités des fois à violer le droit international si cela n'avait pas des répercussions dans la procédure interne. Et là, vous avez une discussion dans beaucoup d'États, dans quelle mesure une violation du droit international, dans de tels cas, ne devrait pas seulement donner lieu à la responsabilité internationale de l'État sur le plan interétatique, mais aussi avoir des conséquences pour la procédure interne. Un débat que nous avons aussi en droit suisse et dont vous allez parler dans le cours de procédure pénale. Le droit de suite est aussi lié à cette idée du respect du territoire d'un autre État. Alors il est vrai que parfois il pourrait être utile de pouvoir poursuivre des personnes qui sont soupçonnées
d'avoir commis des crimes, même sur le territoire de l'autre État. Donc le simple fait de passer la frontière ne devrait pas arrêter les forces de l'ordre de l'État sur le territoire duquel le crime a été commis. Et pour autoriser un tel droit de suite, il existe des accords internationaux. Ici, vous avez un exemple entre la Suisse et la France, l'accord du 11 mai 1998 entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la République française relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière. Et il prévoit dans son article 8 que dans certaines situations, les autorités de l'autre pays, de l'autre État, ont le droit de poursuivre une personne, même en passant sur le territoire de l'autre État. On parle ici, dans l'article 8, de cette poursuite transfrontalière, mais qui est limitée. Vous voyez, elle est limitée à des cas où on continue la poursuite sans autorisation préalable sur le territoire de l'autre partie, lorsque ces autorités compétentes n'ont pu être averties, donc il y avait impossibilité d'avertir préalablement de l'entrée sur ce territoire en raison de l'urgence particulière ou que ces autorités n'ont pu se rendre sur place à temps pour reprendre la poursuite. Donc il faut tout de même veiller à ce que ça reste régi par ces conditions, donc ce n'est pas illimité. L'espionnage, on en a parlé, il y a aussi l'espionnage économique, repris par exemple par l'article 273 sur les services de renseignement économique. Pour les mêmes raisons, c'est considéré comme une immixtion dans les affaires internes, une violation de la souveraineté. Donc la Suisse, comme d'autres États, dans son code pénal, prend des mesures pour protéger ce droit en vertu du droit international. L'interdiction du recours à la force est probablement un des principes les plus importants dans les relations interétatiques, où c'est moins important dans le travail quotidien de l'avocat en droit pénal ou en droit civil, mais pour le cadre dans lequel, pour le maintien de la paix, c'est extrêmement important. Alors, il faut rappeler que historiquement, la guerre était assez commune et même considérée comme admissible, comme légale, pour autant qu'elle était juste. Donc, on a eu pendant des siècles la discussion quand une guerre peut-elle être juste. Et guerre, dans ce cas, c'est quand est-ce que le fait d'attaquer, d'agresser un autre État peut être légal. Et historiquement, le rôle de la religion, notamment chez nous chrétiennes, était important. Vous avez aussi l'idée du djihadisme, bien sûr, donc d'une guerre qui serait juste parce que autorisée par Dieu. C'était aussi l'idée en Europe au Moyen-Âge, pensez aux croisades. Et encore au XIXe siècle, on a essayé de dire dans quelle situation une telle agression pouvait être correcte. Mais au 19e et 20e siècle, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que c'est pas efficace et que ce n'est pas une solution. Et donc, on est allé vers l'interdiction, voire la renonciation à la guerre. Dans un premier temps, dans la Société des Nations 1919-1920, on n'y arrivait pas encore, mais on a prévu des périodes d'attente pour que les États y réfléchissent vraiment. Et c'est surtout l'expérience de la Première Guerre mondiale où on dit parfois qu'elle n'aurait jamais dû avoir lieu et si les États ne s'étaient pas précipités, elle n'aurait peut-être pas eu lieu. Donc l'idée de pouvoir obliger les États à y réfléchir encore une fois avant d'agresser, c'est ce qu'on a introduit dans le pacte de la Société des Nations. Un peu plus tard, en 1928, on a réussi en Europe et avec les Américains à négocier le traité Briand-Kellogg, qui était tout de même considéré comme une avancée importante. C'est un traité que la Suisse a ratifié, il est toujours en vigueur. Vous voyez ici son numéro dans le recueil systématique, le traité du 27 août 1928 de renonciation à la guerre. Ce traité jouait un rôle important, nous allons voir,
dans les procès des criminels de guerre après la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'on a dit que l'Allemagne avait été liée par ce traité. Donc, en tant qu'État, c'était une violation de ce traité d'avoir agressé ses voisins, dans un premier temps la Pologne, puis la Tchécoslovaquie, etc., etc. Ce qui est plus controversé, et nous allons en parler quand nous parlons de la responsabilité individuelle en vertu du droit international, est-ce que, à cause de ce traité interétatique, qui prévoyait donc la possibilité d'une violation du traité par l'État et la responsabilité étatique, est-ce qu'on pouvait aussi en dériver des conséquences pénales pour l'individu, donc les politiciens allemands et les militaires qui étaient responsables à titre individuel pour cette agression. Alors là, aujourd'hui, on a des traités particuliers, par exemple le statut de la Cour pénale internationale, qui prévoit une responsabilité individuelle parce que ça manquait à l'époque. Dans le traité de 1928, on parle que de la responsabilité internationale de l'État quand il viole cette obligation de renoncer à la guerre. Après la Deuxième Guerre mondiale, et ce qui est toujours en vigueur aujourd'hui, c'est l'article 2, chiffre 4 de la Charte des Nations Unies, dont nous avons déjà parlé. Non seulement la guerre est interdite comme instrument des relations internationales, mais on parle de l'emploi de la force ou de la menace de la force qui sont interdites en vertu de l'article 2, chiffre 4 de la Charte des Nations Unies. On peut se demander, bien sûr, mais pourquoi y a-t-il autant de conflits armés dans le monde si en principe le recours à la force est interdit? Alors il y a plusieurs réponses que nous allons maintenant survoler au moins. Premièrement, la plupart, si c'est vraiment des conflits interétatiques et s'il y a emploi de la force d'un État contre un autre, les États disent normalement que cela légitime défense. Deuxièmement, il y a souvent la question si un conflit armé est vraiment international. Un grand nombre de conflits armés sont internes, ce qu'on appelait historiquement des guerres civiles, ce qui n'est pas directement touché par l'article 2, chiffre 4. Il parle que des rapports interétatiques. Nous sommes dans le chapitre des droits et obligations des États entre eux. Alors, vous savez que, par exemple, le conflit au Yémen, le conflit en Syrie, c'est vrai, souvent ça commence comme un conflit interne, où il y a déjà des forces étrangères qui sont intéressées par ces conflits, et par la suite, souvent, il y a l'implication d'autres États. Et à ce moment-là, on parle souvent de l'internationalisation d'un conflit, et on peut se demander dans quelle mesure l'article 2, chiffre 4 est concerné. Alors, quel est d'abord le principe de la Charte des Nations Unies? Si le recours à la force n'est pas permis, nous l'avons vu, en principe pour tous les conflits internationaux entre étatiques, les États devraient les régler par des moyens pacifiques. Ce qui serait la bonne voie dans un état de droit et aussi dans une société internationale régie par le droit. Alors, maintenant les exceptions. Une première exception qui est prévue et qui était l'idée à la base de la Charte des Nations Unies, c'est que s'il y a vraiment besoin de l'utilisation de la force dans une situation, c'est le Conseil de sécurité qui devrait l'autoriser et gérer une telle situation. Donc une centralisation du monopole d'utiliser la force au sein des Nations Unies, avec l'organe qui a été créé pour cela, le Conseil de sécurité. Bien sûr, nous savons tous que ça n'a jamais vraiment fonctionné. Il y a eu des périodes et des situations où ça a fonctionné un peu mieux, mais de manière générale, pour des raisons politiques, ça ne fonctionne pas très bien. Deuxième possibilité, je l'ai déjà dit, c'est celle qui est invoquée le plus souvent
pratiquement toujours, quand un État utilise la force, il parle de légitime défense, en vertu de l'article 51, que nous allons encore regarder en plus en détail dans un moment. Et un troisième cas de figure qui est devenu plus important ces dernières années, c'est l'idée que si des massacres, des graves violations des droits humains ont lieu dans un État A, est-ce qu'un État B aurait éventuellement le droit d'intervenir dans le cadre de ce qu'on appelle à ce moment-là normalement une intervention humanitaire? On a déjà vu, hein, en principe les interventions sont interdites, interdiction de l'intervention, mais là on parlerait d'une nouvelle exception, l'intervention humanitaire, mais il y a un point d'interrogation. La plupart des États, pour le moment, sont contre ou ne se prononcent pas. Il n'y a que très peu de gouvernements qui, dans certaines situations, ont dit que c'était peut-être une nouvelle exception qui était admissible. Et comme cela ne se trouve pas vraiment dans un traité international, il faut donc prouver que c'est du droit coutumier. Et là, la pratique et l'opinion juris n'est pas unanime, donc il y a un débat international. Pour compléter, même ces États qui parlent de cette nouvelle exception de l'intervention humanitaire, ils disent évidemment que c'est des situations où le Conseil de sécurité devrait agir, mais il ne peut pas agir parce qu'il est bloqué. Il ne peut pas intervenir dans un conflit, comme par exemple en Syrie ou au Yémen, parce que certains membres permanents, souvent ces derniers temps, bien sûr, la Chine et la Russie, ou dans d'autres situations les États-Unis, ont le droit de veto au Conseil de sécurité, ce que nous avons déjà vu, et à ce moment-là, le Conseil de sécurité ne peut pas agir, et en même temps, ce sont souvent des massacres dans un État ou des violations des droits humains où c'est une affaire donc interne, et on ne peut pas parler d'une légitime défense contre un agresseur étranger, même s'il peut avoir un soutien, mais cette légitime défense ne vient pas du gouvernement du territoire concerné, parce que c'est normalement ce gouvernement qui est impliqué dans ces violations graves des droits humains. Et à ce moment-là, donc, les deux premières exceptions que nous voyons ici ne seraient pas applicables ou ne fonctionnent pas. Et donc, il faudrait cette troisième option. Et ça, c'est une grande discussion du droit international actuellement. Alors, la légitime défense reste tout de même dans la plupart des cas la raison qui est invoquée pour justifier un conflit armé. Alors, l'article 51 prévoit certaines conditions. L'article 51 se trouve à la page 12 du recueil de textes auquel vous avez droit lors de l'examen. Et donc, il parle de la légitime défense qui peut être individuelle ou collective. Individuelle, si c'est l'État lui-même qui réagit à une agression d'un autre État. Collectif, si c'est des États tiers interviennent pour l'aider dans cette lutte ou dans cet recours à la force. L'OTAN est une organisation de défense qui prévoit exactement dans un traité cette légitime défense collective par tous les membres de l'OTAN. La Suisse n'est pas membre de l'OTAN à cause de sa politique de neutralité, mais il y a tout de même une certaine coopération dans le partenariat pour la paix qui ne va pas si loin d'être obligé à intervenir dans la légitime défense collective. Les autres conditions de l'article 51, c'est que l'État qui invoque la légitime défense doit être l'objet d'une agression armée. Et là, il y a souvent la question à quel moment est-ce qu'on peut parler d'une agression armée, notamment aujourd'hui, bien sûr, où par exemple on parle de la cyberguerre, des nouvelles, des atteintes par drone, où on ne sait souvent pas de qui est l'auteur, des petites attaques militaires, est-ce que ça constitue déjà une agression armée, etc. etc. Et l'article 51 limite en principe aussi cette légitime défense au cas
du point de vue temporaire, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationale. Donc il y a une obligation dans l'article 51 d'informer le Conseil de sécurité pour qu'il puisse agir, mais nous avons déjà vu que c'est souvent pas possible parce que le Conseil de sécurité est bloqué. Une discussion qui a aussi, qui est dérivée de cette teneur de l'article 51, c'est savoir si des guerres préventives sont admissibles. Et c'est devenu encore plus compliqué ces dernières années parce que certains États ont dit qu'ils pouvaient avoir une guerre préemptive, ce qui n'existe pas vraiment en français. En anglais, on utilise le terme preemptive strike. Alors ces deux termes sont un peu controversés. La majorité des États et la doctrine internationale dit normalement que la guerre préventive en tant que telle est interdite. Il faut avoir une agression, sinon ce serait trop simple d'invoquer la légitime défense si un État se sent simplement menacé. Par contre, si l'agression est imminente et sur le point de partir, il y a quelques rares exemples dans l'histoire où les États étaient assez d'accord de dire qu'on savait que dans ces quelques minutes, voire des heures, l'agression allait avoir lieu et que c'était sûr. Dans ces cas-là, on dit que la légitime défense est acceptable, est autorisée. Par contre, si c'est simplement une attaque préventive, parce qu'il se pourrait que dans un avenir plus lointain, on serait attaqué, une telle guerre préventive n'est pas couverte par la légitime défense. Ce qui a mené à certains États de développer la théorie du preemptive strike, où on dit, mais ces États disent, mais on ne veut pas attendre qu'un État ait, par exemple, des armes nucléaires ou ait autant d'armes qu'il puisse nous agresser. Donc nous devons déjà l'attaquer quand c'est encore relativement simple. Ils appellent ça un preemptive strike, par exemple les États-Unis, mais la plupart des autres États, y inclus la Suisse, ont tout de suite dit que ceci n'était pas compatible avec leur interprétation de l'article 51, parce qu'un preemptive strike, pour eux, ne constitue pas une légitime défense, parce qu'il n'y a pas eu agression, et l'agression n'a même pas été imminente, et donc il s'agirait juste d'un autre cas d'une guerre préventive que ces États, la plupart des États, considèrent toujours comme ne pas couverte par la légitime défense de l'article 51, et donc une violation de l'article 2, chiffre 4 de la Charte des Nations Unies. Revenons encore un moment sur l'intervention humanitaire. Alors j'ai déjà dit qu'elle est contradictoire et controversée. Et un autre problème, c'est que les États utilisent ce terme pas toujours de la même manière. Alors moi, j'ai déjà parlé du quatrième point sur ce slide, les considérations humanitaires. Et là, l'exemple le plus important du passé, c'est l'intervention de l'OTAN au Kosovo en 1999, parce qu'on avait peur que la Serbie, le gouvernement serbe, l'armée serbe, allait participer à un massacre contre la population essentiellement albanaise de cette région. Et il en est dérivé une situation où le Kosovo, par la suite, est devenu indépendant et reconnu par certains États. Alors là, l'intervention de l'OTAN était justifiée comme une intervention humanitaire, et je vous ai dit que ça reste controversé. Il y a d'autres situations où certains États parfois parlent aussi d'intervention humanitaire. Premièrement, on trouve parfois dans la littérature ce terme utilisé pour des opérations de rétablissement de la paix en vertu du chapitre 7 des Nations Unies. Donc les cas où on a dit le Conseil de sécurité peut recourir à la force si c'est important et si c'est autorisé par le Conseil de sécurité. Alors, par exemple, en Haïti, suite à une guerre civile, les Nations Unies sont intervenues sur la base du chapitre 7. Et donc, nous avons vu, c'est une exception du recours à la force, parce que c'est autorisé par le Conseil de sécurité, mais certains appellent même ça une intervention humanitaire.
Deuxièmement, il peut avoir une autorisation de l'État concerné, une invitation de troupes étrangères de venir l'aider dans la situation d'une guerre civile interne ou d'une rébellion. Et à ce moment-là, c'est plutôt la question de savoir si cette autorisation est acceptable et s'il n'y a pas peut-être violation des droits humains qu'on doit reprocher aux États impliqués. Mais donc il faut attendre, comme c'est une affaire interne et l'intervention de l'État étranger est sur invitation, il ne s'agit en principe pas d'une violation de l'article 2, chiffre 4, et donc pas d'une violation de l'interdiction du recours à la force. Et le troisième cas, où certains utilisent aussi ce terme intervention humanitaire, où c'est une autre situation, c'est le sauvetage des propres nationaux. Un exemple, c'était un enlèvement d'un avion de El Al, la compagnie aérienne israélienne, en 1976 à Entebbe en Ouganda. Et les autorités de l'Ouganda n'ont pas réagi tout de suite et Israël avait peur qu'il y avait un soutien pour les terroristes qui avaient enlevé l'avion, des Palestiniens ou des amis de la Palestine. Et donc Israël a envoyé ses propres troupes en Ouganda pour libérer cet avion et essentiellement les Israéliens à bord de cet vol de la compagnie nationale israélienne. Alors ce sauvetage des propres nationaux est souvent aussi appelé une intervention humanitaire et là il y a la discussion dans quelle mesure un État serait autorisé à sauver ses propres nationaux. S'il y a l'autorisation de l'État concerné, c'est le cas de figure numéro 2 ici, et c'est plutôt une question des droits humains, de la protection des droits humains, mais s'il n'y a pas d'autorisation, ce troisième cas ici, sauvetage des propres nationaux, est souvent considéré comme une violation de la souveraineté territoriale de l'État concerné. Et on peut se demander, dans le cadre de la responsabilité internationale, s'il y a peut-être des circonstances qui pourraient justifier un tel acte. L'état de nécessité est souvent invoqué. Mais donc ça devient plutôt une question de la théorie de la responsabilité internationale. En principe, c'est une violation du droit international, une violation toujours de la souveraineté territoriale de l'autre État, qui serait éventuellement, n'entraînerait pas la responsabilité internationale, car c'est un cas de nécessité. Un tout dernier principe qui est plus simple, mais qui est pratiquement toujours invoqué dans tous les rapports juridiques internationaux, donc il ne faut pas l'oublier, c'est le principe de la bonne foi. Il est si important qu'il se trouve aussi dans l'article 2, chiffre 2 de la Charte des Nations Unies, même avant l'interdiction du recours à la force. Les membres de l'Organisation des Nations Unies, afin d'assurer à tous la jouissance des droits et avantages résultant de leur qualité de membres, doivent remplir de bonne foi les obligations qu'ils ont assumées au terme de la présente charte. Donc ça vaut pour la Charte des Nations Unies. Et il est généralement reconnu que c'est devenu un principe général dans des relations internationales de nature coutumière, on peut dire. Mais comme en droit civil ou en droit administratif, bien sûr, c'est toujours difficile de savoir en quoi consiste exactement la bonne foi. Et donc, il y a beaucoup d'exemples dans la jurisprudence internationale, notamment dans l'interprétation des traités, quel type de comportement est conforme à cet respect de la bonne foi et à quel moment il faut parler de mauvaise foi de la part d'un État. C'est tout pour ces présentations. Merci beaucoup et à bientôt.